Cela fait presque 2 ans, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine, une offensive qualifiée d'opération spéciale par le Kremlin. Les pertes humaines de cette guerre sont sans doute considérables, mais nulle autorité tierce n'a réussi à les évaluer au plus juste, sachant qu'aucun des deux belligérants ne communique sur le sujet, qu'il s'agisse des pertes militaires ou civiles. Ou enfin, s'ils communiquent, ils communiquent à leur manière. Reste que le temps semble jouer en faveur de la Russie. Vladimir Poutine a rappelé qu'une défaite de Moscou était impossible et les Ukrainiens n'ont pas réussi la contre-offensive qui leur aurait permis de reconquérir des territoires du Donbass. Alors on va essayer de voir les choses sous l'angle à la fois, alors pas forcément militaire, mais sous l'angle plutôt humanitaire, parce que 7 millions d'Ukrainiens dépendent de l'aide humanitaire. Jacques Duplessis est journaliste au départ, responsable des opérations pour l'Ukraine de l'ONG SAFE. Bonjour Jacques Duplessis. Bonjour. Alors je devrais vous appeler père, mais vous ne voulez pas, parce qu'au départ vous êtes de la Mission de France. Oui, c'est ça, mais comme on est engagé dans le monde, journaliste, dans l'humanitaire, on ne se fait jamais appeler père. Voilà. C'est rare les journalistes d'investigation qui soient prêtres, non? Ça doit être un cas, oui, un peu unique, oui. Bon, vous avez travaillé sur la corruption. Oui. Et donc Tour de France de la corruption, d'ailleurs vous étiez venu en parler. Tout à fait. C'est votre spécialité? C'est au départ ce qui vous intéressait? Alors non, moi, en fait, au départ, moi, j'ai travaillé dans l'humanitaire, après des études de relations internationales, et ensuite, donc, je suis entré à la Mission de France, et c'est la Mission de France qui m'a proposé de devenir journaliste. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, j'ai travaillé 3 ans à Ouest France, et puis ensuite, je suis devenu pigiste, donc journaliste indépendant. Et puis après, du coup, j'ai développé des sujets. Quand on est pigiste, il faut toujours trouver des sujets originaux. Bien sûr, pour Mediapart, pour d'autres... Oui, voilà. Alors, ça allait très vaste, de témoignages chrétiens, La Vie, La Croix Hebdo, Mediapart, Canard enchaîné, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes mobilisé sur l'Ukraine. Depuis combien de temps? En fait, depuis le début de la guerre à grande échelle, parce qu'en fait, la guerre, elle a commencé il y a 10 ans, et non pas il y a 2 ans. Il y a 10 ans avec l'invasion du Donbass et la prise de la Crimée. Voilà, donc, et en fait, au début de la guerre à grande échelle, donc il y a 2 ans, on a retrouvé par Facebook l'association ukrainienne que j'avais contribué à fonder en 2000, qui s'appelle Comité d'aide médicale Ukraine. Et donc, c'était toujours la même directrice. Mais pourquoi en 2000, il n'y avait pas la guerre en 2000? Non, mais moi, j'ai commencé à travailler en Ukraine en 92 avec le Comité d'aide médicale France, qui n'existe plus. Et au bout d'un certain temps, en 2000, on a proposé à nos salariés ukrainiens de créer leur propre association. Et en fait, c'était le moment où ils quittaient l'URSS, où l'Ukraine devenait indépendante. Et donc, il y avait énormément de problèmes au niveau des structures de santé, dans les orphelinats. Et on a commencé comme ça à travailler en Ukraine en 92. Voilà. Et donc, ils les retrouvent là, au début, en 2002. Et on se dit, on va essayer de t'aider, de refaire un camion d'aide, voilà, avec toutes les déplacés, les réfugiés sur les routes. Enfin, la situation était quand même très compliquée. Et donc, j'ai commencé à contacter la mairie du 15e arrondissement de Paris, parce que mon collectif de journalistes Extramuros était basé dans le 15e. Et là, la mairie répond, on est très intéressés, on va lancer une collecte. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, de un camion, on en est arrivé à 12 avec la mairie du 15e. Et puis ensuite, ça a continué avec l'aide de la protection civile, avec l'aide de très nombreux partenaires. Et aujourd'hui, partent le 176e et 177e camion. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui même? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le camion? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est les deux, c'est essentiellement du médical, c'est-à-dire du médical et des produits d'hygiène. Donc, beaucoup de mobilier hospitalier. Par exemple, il y a besoin, par exemple, de beaucoup de lits médicalisés parce qu'il y a énormément de blessés. Donc, énormément de populations déplacées. Donc, les hôpitaux sont débordés et désorganisés. Parce qu'à la fois, il y a les blessés et à la fois, il y a toute la population qui est partie vers l'ouest de l'Ukraine. Et donc, les hôpitaux étaient sous-dimensionnés par rapport à la population qui est arrivée. Et aujourd'hui, quand le camion arrive en Ukraine, vous avez la garantie que ce que vous apportez accède bien aux populations? Ah complètement. Alors, d'une part, donc, SAFE travaille avec le comité d'aide médicale, donc une ONG qui a 20 ans, qui a plus de 20 ans d'expérience. Donc, tout arrive dans l'ouest de l'Ukraine, dans une ville qui s'appelle Oujgorod, qui est près de la frontière hongroise et slovaque. Et donc là, il y a des entrepôts. Tout est déchargé et tout est redispatché dans toute l'Ukraine en fonction des besoins. Et on a un réseau de transport et on a des correspondants dans chaque région, des représentants de l'association et des partenaires locaux qui contrôlent que les dons arrivent bien au bon endroit et sont bien utilisés. Il y a un maillage paroissial, religieux, qui représente aujourd'hui un levier d'action, Jacques Duplessis? Alors,
Il y en a. J'avais rencontré. Il y a tout un travail des églises, de la Caritas. Je dirais même des Caritas, parce qu'entre l'Église grecque catholique, l'Église orthodoxe, enfin voilà. Donc il y a. Est-ce que les chrétiens travaillent main dans la main? À la Mission de France, vous devriez être sensible à ça. Alors oui, mais nous, on aide essentiellement des structures étatiques. C'est-à-dire, on va aider, par exemple, les hôpitaux, des centres de santé, des orphelinats. On travaille avec plus de 60 partenaires locaux qui sont des groupes de volontaires, donc qui, en fait, soutiennent, par exemple, les centres où sont hébergées les populations déplacées. Je sais qu'on aide, par exemple, aussi la Caritas Kharkiv. Voilà, donc, mais j'allais dire, on cible là où il y a besoin avec les acteurs les plus efficaces et comme je vous disais, beaucoup de structures étatiques, puisque on se concentre, même si on ne fait pas que ça, on se concentre beaucoup sur le médical. Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui en Ukraine, des hommes ukrainiens qui sont encore, j'allais dire, actifs, disponibles, qui ne sont pas envoyés au front? Parce que, oui, semble-t-il, on envoie aussi au front des gens qui ont dépassé l'âge. Et donc, il y a une forme d'épuisement des ressources ukrainiennes, c'est vrai? Alors, c'est plus compliqué que ça. La réponse, c'est non, il n'y a pas d'épuisement des ressources ukrainiennes. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, la mobilisation aujourd'hui touche majoritairement des hommes entre 40 et 50 ans. Parce que la loi, par exemple, ne permettait pas de mobiliser en dessous de 26 ans. Donc, paradoxalement, l'armée ukrainienne est plutôt âgée. C'est pas la guerre de 14 où il n'y avait pas un homme dans les rues. Il y a beaucoup d'hommes dans les rues en Ukraine, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, ils ont des ressources, mais il faut qu'ils prennent les décisions politiques de les mobiliser. Et ça, il y a un débat en ce moment au Parlement pour pouvoir mobiliser des gens plus jeunes pour tenir le front. Donc, les jeunes ne sont pas nécessairement sur la ligne de front? Ah non, non, majoritairement, ils ne le sont pas. Très majoritairement. Après, s'ils étaient volontaires, ils ont toujours pu s'engager contractuellement, comme on peut s'engager dans l'armée. Mais en termes de mobilisation, la mobilisation était pour des gens âgés de plus de 26 ans. Et je vous dis, la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne tourne entre 40 et 45 ans. Et comment expliquer, Jacques Duplessis, que ce pays ne soit pas autant mobilisé à travers toutes les énergies, les forces vives et les plus jeunes en particulier, alors que l'Occident, justement, est censé les aider pour qu'ils gagnent ce conflit? Alors, il y a 2 points. D'une part, il y a à la fois... J'allais dire, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer. J'allais dire, il y a des décisions, entre guillemets, politiques lourdes. Voilà, une mobilisation générale, c'est quand même... c'est des décisions. Mais vous avez l'air de dire lourdes. qu'il n'y a pas de mobilisation générale. J'allais dire, pas sur le papier. La loi est en train de changer. Il y a une mobilisation générale dans le sens où, par exemple, les hommes de plus de 18 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Mais ils ne sont pas forcément appelés sous les drapeaux. Et ensuite, comme vous dites, l'Occident est censé les aider. Mais il faut savoir qu'une des raisons majeures de l'échec de la contre-offensive ukrainienne de cet été, c'est le retard de soutien de l'Occident. On n'a pas livré tous les obus qu'on devait livrer, le matériel arrive au compte-gouttes, et j'allais dire, c'est toujours trop peu, toujours trop tard. Voilà. Et ça, c'est le gros problème. Donc même s'ils ont les soldats, il faut encore avoir les obus et les canons. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ce qui leur manque, c'est des tubes d'artillerie et des obus. Avant même les chars et tout ça. Un député dont j'ai oublié le nom a dit qu'il fallait que l'Europe passât en économie de guerre. Oui, alors il y a Raphaël Glucksmann qui l'a dit hier. Voilà, oui, je crois qu'il l'a dit. Voilà. Qu'en pensez-vous? Moi, franchement, je pense que oui, mais ça ne se fera pas. Parce que, je vais dire, ça dépend de ce qu'on appelle économie de guerre. Économie de guerre, c'est si on dit à Renault, aujourd'hui, vous arrêtez de produire des voitures et vous allez produire des blindés. Bon, ça, on ne le fera pas. J'allais dire, le problème, c'est que là aussi, j'allais dire, il y a beaucoup de discours. Oui, mais si on était logique, on le ferait. Disons que si on voulait vraiment aider l'Ukraine et qu'on prenait vraiment la menace au sérieux, parce que moi, je pense que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, qu'il y a d'autres pays qui sont menacés. Alors, des pays faibles, comme la Moldavie, la Géorgie, qui ont des petites armées, qui sont des petits pays, et qui pourraient très bien être les suivants. Et puis aussi, il y a toujours des menaces contre les pays baltes. Là, avant-hier, il y a eu des menaces contre des îles norvégiennes en disant que la Russie le revendiquait. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a une logique d'expansion et de provocation. La Russie est une nation impériale, Jacques Duplessis. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Est-ce que vous avez vu, par exemple, l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson? Non, je ne l'ai pas regardé. J'en ai eu des échos. Voilà, mais j'allais dire, Poutine réécrit l'histoire. Enfin, c'est toujours pareil, on réécrit l'histoire, un mélange de fake news.
un nationalisme exacerbé. Voilà. J'allais dire, malheureusement, on en est là. Les Ukrainiens aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont-ils? Comment voyez-vous, esquissez-vous le rapport entre Ukraine et Russie qui fait l'objet de nombreux débats? L'Ukraine est-elle congénitalement membre de la Russie? C'est un argument avancé d'un côté. De l'autre, il y a oui, mais en fait, on est occidentalisé, on veut se rapprocher de l'Occident, donc on n'est pas russe. Moi, je pense... Qu'est-ce qui fait la définition? Il y a une histoire ukrainienne qui est ancienne et qui est aussi indépendante de la Russie. Voilà, donc j'allais dire maintenant, c'est l'Ukraine est un pays indépendant et donc j'allais dire dans le droit international, on respecte l'indépendance des pays. Non, mais ça ne fait pas l'objet d'un doute, mais c'est plus sur la culture. Mais la culture, même dans l'Est, où les gens parlent russe. Donc moi, je me suis rendu, mon dernier voyage date de décembre, donc je suis allé à Kharkiv, Izium, enfin dans toutes ces régions-là, et puis j'ai aussi interviewé des déplacés qui avaient dû fuir les zones envahies. Les gens ne veulent pas être russes. Et même dès le début de la guerre à grande échelle. Mes premières interviews, qui étaient fin mars 2022, les déplacés me disaient, alors qu'ils demandaient à faire l'interview en russe, ils me disaient, je leur disais à la fin, mais pourquoi vous voulez pas être russe? Au fond, vous parlez russe, vous avez la même culture et tout. Et ils me disaient, jamais. Ils disent, nous, on est des gens libres, on a envie de vivre dans un pays libre, on n'a pas envie d'être annexé à la Russie. Et j'allais dire qu'il y a un désir, même s'ils parlent russe dans les zones de l'Est, et qui continuent de parler russe, même si certains essayent d'apprendre, de vraiment se mettre à l'ukrainien en signe de résistance, mais même la plupart des gens, ils parlent russe, mais ils ne veulent absolument pas être russes. La langue ne définit pas une appartenance nationale, d'ailleurs. Hein, les Belges parlent français, les Suisses en partie aussi, et on peut très bien ne pas être voilà, français. Mais donc, quand on dit les minorités russophones persécutées, tout ça, même aujourd'hui en Ukraine, tout ça, c'est un des argumentaires qu'on entend, la minorité russophone persécutée, c'est une blague. Voilà. Dans l'est de l'Ukraine, on a toujours parlé russe. Néanmoins, la Russie s'appuie quand même sur une revendication de populations qui ont estimé que le pouvoir ukrainien est allé trop loin à leur endroit. Mais ça, c'est de la propagande. J'allais dire, c'est de la propagande. J'allais dire, les gens étaient toujours libres de parler les langues qu'ils voulaient. Voilà. C'est pas ce que vous disent justement les Russes. Oui, mais je vous dis, oui, mais ça, j'allais dire, c'est leur propagande. Voilà. Quelle est l'attitude aujourd'hui de l'Union européenne? À votre avis, quelle doit être son attitude? Il semblerait qu'il y ait beaucoup de paroles. Alors, si on vous écoute, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de paroles, pas beaucoup de suivi. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de retard. Après, voilà. Donc après, il y a une aide économique qui est très importante. Voilà, qui se compte en dizaines de milliards. Voilà, donc... aide économique, pas militaire. Alors, voilà, et il y a aussi un volet d'aide militaire qui est plus faible, mais en fait, on a un vrai problème, c'est-à-dire que l'industrie de défense, aujourd'hui, européenne, n'est pas capable de produire, et donc tout le monde dit on voudrait acheter européen plutôt que donner cet argent de l'aide militaire à d'autres pays, mais l'industrie européenne, aujourd'hui, n'est pas capable de fournir ce dont les Ukrainiens ont besoin. Donc, il faut en acheter aux États-Unis, il faut en acheter en Corée, il faut en acheter en Turquie. Voilà, donc il faut faire le tour des pays qui ont de l'ancien équipement soviétique qui sont prêts à vendre pour récupérer des tubes d'artillerie et des blindés soviétiques anciens. Voilà, et donc, j'allais dire, on revient à la question de l'économie de guerre. Comment se fait-il, Jacques Duplessis? Parce que, alors ce n'est peut-être pas votre spécialité, mais justement que cette industrie de défense, il y a quand même de grandes entreprises de défense en Europe qui sont capables de fournir une technologie haut de gamme. Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable sur ce conflit qui, somme toute, même si la ligne de front est quand même très étendue, qui reste un conflit localisé? Non, mais le problème, c'est qu'on produit beaucoup de choses, des choses des fois de très bonne qualité, mais en très petite quantité. Et donc, on n'a pas les chaînes de production capables de produire, de faire de la masse. Et en Ukraine, le front, il fait 1200 km de long. Donc, il faut de la masse. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de produire. On peut produire pour des corps expéditionnaires, sur des opérations ponctuelles, mais pas sur des fronts stabilisés. C'est là où il faut vraiment de la masse, voilà, et puis capable de fournir suffisamment de blindés pour des offensives, avec une guerre qui est une guerre de très haute intensité. Voilà, je peux vous dire, les missiles, c'est tous les jours, voilà. Et c'est donc, j'allais dire, c'est vraiment une guerre de haute intensité, et on n'est pas préparé à ça. Je commençais par le nombre de victimes. On est très, j'allais dire, dans le flou sur cette question-là.
Des centaines de milliers de victimes, semble-t-il. Est-ce que vous avez des infos? Alors, moi, je me suis rendu dans les hôpitaux, beaucoup, puisque la situation, c'est là où on agit, enfin, où SAFE agit. C'est donc les hôpitaux, on en est de plusieurs centaines. Plusieurs centaines d'hôpitaux qu'on soutient régulièrement. Donc, en fait, oui, le nombre de blessés est très important. C'est plusieurs centaines de milliers de blessés, ça c'est sûr. Combien? Après, les chiffres sont confidentiels, donc c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Donc, mais comment faites-vous pour adapter les besoins, sachant que vous n'avez pas les chiffres? Mais oui, mais quand vous livrez, par exemple, en fait, le système, c'est que les blessés, alors les blessés sur le front, les blessés civils dans les villes, ils sont évacués par les pompiers, amenés à l'hôpital le plus proche. Mais les blessés sur le front, j'allais dire, ils sont d'abord stabilisés, ensuite amenés dans des hôpitaux de premier niveau, où ils restent, en général, ils font les premières opérations, et les gens restent 10 jours, et ensuite, ils partent plus loin dans des centres de rééducation pour des traitements spécialisés, ou alors ils sont guéris, et ils retournent sur le front. Et ces blessés-là, on ne les voit pas. Si, on peut les voir, mais le problème, c'est que quand on voit un hôpital, on nous demande un flux de médicaments, c'est difficile d'estimer le nombre de blessés. Et quand dans un hôpital, on nous dit, par exemple, le nombre de blessés qui voient passer par jour, par mois, on ne sait pas combien d'hôpitaux de premier niveau comme ça existent en Ukraine. Donc, du coup, on a une vision très parcellaire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés, et puis il y a aussi tous les blessés civils, puisque, comme je vous disais, les bombardements, c'est quotidien. Et c'est beaucoup au hasard. Il y a des sites militaires, des sites industriels, mais il y a aussi beaucoup, et c'est à dessein, de bombardements qui visent les centres-villes. Aujourd'hui, Jacques Duplessis, que peut-on espérer en termes de compromis, de solutions diplomatiques, d'apaisement, d'espoir de paix? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut partager, parce que il ne semble pas qu'il y ait de compromis en vue avec la Russie qui est en position de force aujourd'hui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de solution diplomatique à court terme. Et honnêtement, je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, parce que ce serait reconnaître l'annexion russe, et que je pense que ce qui est souhaitable, c'est qu'on donne les moyens à l'Ukraine de gagner cette guerre. Voilà. Je pense que c'est ça qui est souhaitable. Parce que sinon, on va devant des très, très, très gros ennuis pour toute l'Europe. Voilà. Sinon, on va rentrer dans une nouvelle guerre froide. Si l'Ukraine perd, ça va nous coûter très cher. Ça nous coûtera beaucoup moins cher de les aider et de les soutenir que de payer le prix d'une nouvelle guerre froide si l'Ukraine perd. À partir de quand saurait-on que l'Ukraine a perdu? Qu'est-ce qui permettrait de le dire? C'est compliqué, c'est-à-dire que je pense que si les Russes peuvent pousser leur avantage, ils essaieront de tout faire pour ça. Voilà, donc c'est-à-dire que... Mais quoi, si Kiev tombe? J'allais dire, peut-être qu'un jour, ils pourraient relancer, effectivement, ou grignoter petit à petit. Parce que ça paraît quand même aujourd'hui difficilement envisageable d'imaginer que la Russie reconquiert la totalité du territoire. Non, mais j'allais dire, ils peuvent, même si un jour il y a un cessez-le-feu, un an après, ils recommenceront, ils en reprendront un autre petit bout. Il faut voir, ils revendiquent toujours plus loin. Donc, ça peut durer des années. Il y a un déséquilibre démographique entre l'Ukraine et la Russie qui fait que c'est plus difficile pour l'Ukraine si des troupes étrangères ne sont pas là en appui. Oui, mais la démographie, il n'y a pas que ça qui rentre en compte pour l'équilibre des forces, quoi. C'est aussi la capacité, j'allais dire, de dissuader l'agresseur parce qu'il y a trop de pertes. Voilà. Et je voulais revenir un peu quand même sur la situation humanitaire, parce que c'est quand même... je pense que c'est vraiment important de réaliser qu'il faut qu'on soutienne cette population qui résiste vraiment à une agression. Samedi, donc, il y a une grande manifestation entre République et Bastille, donc, qui démarre à 14h. Qu'est-ce qu'elle dira, cette manifestation? C'est un appel justement à soutenir le peuple ukrainien dans toutes les dimensions, à la fois humanitaire, militaire, politique. Voilà. Moi, donc, je me concentre sur l'humanitaire, mais j'allais dire, nous, aujourd'hui, on a envoyé donc 177 camions, il y en a d'autres qui sont déjà programmés. On a vraiment besoin d'appui pour continuer ce pont humanitaire. Recherchez-vous des bénévoles? Alors, non. Par contre, on recherche des fonds. Parce qu'il faut savoir qu'un camion, aujourd'hui, nous coûte 3 500 € en moyenne.
Voilà, donc vous imaginez, c'est des gros budgets. Et voilà, bon, on est en période de carême. On se dit que des fois, comment partager. Je trouve que l'Ukraine, c'est vraiment faire un acte vraiment de soutien à un peuple qui en a vraiment besoin et en même temps qui se bat aussi pour nous. Voilà, il faut réaliser ça, c'est que les Ukrainiens se battent aussi vraiment pour nous. Et donc, voilà, donc si vous voulez vous rendre sur le site safe.asso.fr, safe.asso.fr, et là, vous trouverez un peu, j'allais dire, tout ce qu'on fait, les détails de ce qu'on fait, et puis comment donner en ligne, voilà. Voilà, si vous voulez justement vous mobiliser. Alors, on pose la question parce que c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, parce qu'on suppose que l'opinion est déjà quand même beaucoup conscientisée sur cette question. Il y a semble-t-il, Jacques Duplessis, un sentiment un petit peu mitigé. À la fois dans le discours, on est très offensif, et puis dans les actes, un petit peu moins. Vous voyez, c'est un peu le sentiment qu'on a. Oui, alors il y a ces discours-là, mais même, je pense même au sein de la population, c'est qu'on n'a pas trop envie de voir cette guerre à nos portes, parce que ça nous dit que peut-être cette guerre, elle sera chez nous demain. Donc, j'allais dire, des fois, c'est un peu la politique aussi un peu de l'autruche. À la fois, c'est près, c'est loin. Voilà. Et je pense à la limite, le conflit Israël-Gaza a presque plus de retentissement. Au début, c'était l'Ukraine. Après, vous savez, hein, le temps des médias, voilà, il y a des choses nouvelles. Et j'allais dire, il faut parler de Gaza. Voilà, donc, la situation là-bas est vraiment dramatique. Vraiment, vraiment dramatique, de ce que je peux en suivre et pour avoir eu des contacts moi-même là-bas. Voilà, mais j'allais dire, tous les conflits méritent notre attention. Mais c'est clair qu'en tout cas, l'Ukraine nous rappelle que la guerre, elle est vraiment très proche de nous. Le prochain voyage, donc, les camions tous les jours de l'association Safe, il y en a un qui part aujourd'hui. Vous êtes chargé de mission, en fait, hein, Jacques Oui, Duplessis. alors moi, en fait, je m'occupe de collecter, par exemple, des dons en nature des entreprises. D'ailleurs, j'en profite. Nous, on collecte et on peut faire déduire des impôts les dons des entreprises. Il y a toutes les... Donc, voilà, le médical, l'alimentaire, les produits d'hygiène. Voilà, et puis ensuite, donc, je fais de l'écriture de projet. Et puis, je me rends sur place aussi pour contrôler, voir les besoins. Et on aura l'occasion, certainement, de se revoir, d'en reparler. Merci Jacques Duplessis de l'association Safe, mobilisée sur le front ukrainien. À bientôt.